de ce matin. Je suis ravi d'être parmi vous pour présenter un sujet qui est important pour la communauté éducative. Et je ne fais pas de distinction entre les trois secteurs, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Nous sommes dans une nouvelle ère. Nous sommes confrontés aujourd'hui à une génération qui est connectée, c'est-à-dire nos élèves aujourd'hui sont déjà sur leur smartphone, ils sont à la recherche de l'information rapide et en même temps succincte, résumée, pour pouvoir comprendre un phénomène pédagogique. Face à cette génération, nous sommes aussi confrontés à une fracture numérique intergénérationnelle. Je m'explique. Il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas connectés aujourd'hui par rapport à leurs élèves, mais aussi par rapport à cette évolution du numérique, du digital dans notre pays. L'Algérie a fait beaucoup d'efforts pour la numérisation dans le domaine de la gestion, du management du dispositif éducatif. Tout à l'heure, on a parlé de Progress, mais aussi il y a d'autres plateformes qui permettent de gérer le système éducatif. Mais il est crucial de s'intéresser beaucoup plus à la production du contenu pédagogique. La révolution du 19e siècle avec l'imprimerie a permis de faire évoluer le livre. Le livre continuera, même il a encore de l'avenir devant lui, mais il ne peut pas rester le livre seul. Il doit être accompagné par un contenu digital et qui permet d'augmenter ce contenu qui existe dans le livre. Qu'est-ce qu'on entend par augmenter du contenu? Ça veut dire que le texte peut être enrichi à travers des codes QR, à travers des technologies qui permettent à un élève de lire son ouvrage, mais aussi de pouvoir télécharger des vidéos qui expliquent le phénomène pédagogique traité par l'ouvrage. Donc, nous sommes dans une ère de l'intelligence pédagogique. Et l'intelligence artificielle est à l'intérieur, et n'est qu'un outil à l'intérieur de cette intelligence pédagogique qui s'impose au monde entier aujourd'hui et qui est basée, cette intelligence pédagogique, sur d'abord la formation des formateurs. C'est la première action, c'est de mettre l'enseignant au cœur du dispositif parce que c'est cet enseignant qui doit transmettre un savoir, un contenu pédagogique innovant. Donc, il faut revoir un peu l'ingénierie pédagogique de nos contenus, de nos formations, mais aussi s'atteler à partir de cette nouvelle ingénierie à la production des contenus, ce que j'appelle des contenus scénarisés et médiatisés. Ça veut dire qu'il y a le texte, mais il y a aussi l'image, il y a l'animation. Donc, c'est un texte enrichi, c'est un contenu enrichi par tous les médias nécessaires pour illustrer ce contenu. Et on va voir quelques exemples. Mais aussi, dans la stratégie du secteur éducatif, doit tenir compte de ce processus d'intégration des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. Et enfin, le dernier pilier de cette intelligence pédagogique qui s'inspire de l'intelligence économique, c'est la veille. Il y a la veille technologique, mais elle n'est pas suffisante. Plus important, c'est aussi de faire la veille pédagogique. Tout à l'heure, on a vu l'évolution de la pédagogie, du contenu à travers le monde. Et on doit mettre en place cette veille afin de mieux cerner et mieux faire des choix. On ne devient pas des consommateurs de la technologie. Alors,
une expérience, un retour d'expérience depuis le confinement en 2020-2021. Une expérience a été menée à l'université de Tlemcen pour former les nouveaux enseignants nouvellement recrutés à la production des contenus scénarisés et médiatisés. Donc, c'était comme vous le savez, le confinement a mis l'enseignant devant une épreuve de faire le choix de quel contenu il puisse transmettre à distance. L'éducation nationale a fait appel aux réseaux sociaux, à YouTube, à certaines plateformes pour pouvoir transmettre ce savoir-faire. Il s'avère, dans les analyses et les statistiques, c'est beaucoup ont fait des vidéos sans savoir comment on réalise ces vidéos. Et ces vidéos ont une ingénierie pédagogique particulière. Cette expérience a été renouvelée il y a 2 ans avec la participation de plus de 400 enseignants universitaires. Et enfin, l'année passée, encore une promotion de 400 enseignants formés sur cette scénarisation. On va voir un peu le canevas de cette formation. Il est important de dire, le chiffre est important, mais en réalité, beaucoup s'inscrivent, mais en fin de compte, il y a une déperdition parce que le contenu nécessite une attention, un savoir-faire, et ce n'est pas une recette qu'on applique. Alors, on va découvrir ensemble cette formation qui est, qui est au cœur de la pédagogie, la didactique et la partie médiatique. Donc, l'enseignant, l'apprenant et le savoir. Et au milieu, au cœur du dispositif, c'est la communication. Et il faut savoir transmettre ce savoir-faire, cette connaissance. Souvent, dans notre enseignement, on fait plutôt de la transmission de l'information pédagogique. C'est quoi la formation pédagogique? Lorsqu'on aura des retours, des feedbacks. Et c'est avec ces retours, ce va-et-vient, cette interaction qui nous permettent justement de faire de la formation et aussi de produire de la connaissance. Et grâce aux technologies, on peut avoir une connaissance interactive. Cette formation, le programme de cette formation était d'abord l'initiation à l'ingénierie de production de contenu, donc qui était un peu la base, et c'est plus de 6 séances consacrées à cette ingénierie de production de contenu scénarisé et médiatisé. Donc après l'initiation, c'est la formation proprement dite, avec quelques outils nécessaires à cette formation. D'abord, la maîtrise du cahier des charges du contenu, mais aussi, et ce cahier de charges doit être élaboré en destination des enseignants, et il y a une prise en main du cahier de charges qui va permettre de rédiger le cours et une écriture numérique de ce cours. Après, dans cette formation, il y a une étape du workshop, donc la partie pratique. Donc après 12 séances dites sur l'ingénierie, dites sur la scénarisation, là, et la médiatisation des contenus, on fera les ateliers pratiques qui permettent à chaque enseignant de produire au minimum une séquence pédagogique, un contenu vidéo de 5 à 7 minutes. Et puis la prise en main des équipements de production de ce contenu multimédia. On verra tout à l'heure un peu les équipements nécessaires, qui est le strict minimum pour produire une capsule vidéo de qualité. Le processus de création qui est essentiel. Donc, la démarche conceptuelle, c'est d'abord le cahier des charges qui permet d'analyser les besoins de ce contenu vis-à-vis d'une population cible et définition des objectifs pédagogiques. Pour la scénarisation pédagogique, qu'est-ce qu'on entend par scénarisation pédagogique? C'est l'élaboration du synopsis, du scénario pédagogique. Et dans ce scénario, c'est de dire comment je vais produire mon cours. Nous allons
passer à une étape qui est importante, c'est les séquences. Chaque contenu doit être divisé en séquences et chaque séquence en unités pédagogiques et chaque unité en sous-unités jusqu'à la plus petite unité pédagogique qui ne se divise plus. Et à ce moment-là, on appelle cette méthode de granularisation. La référence au grain, qui est la plus petite unité dans un couscous, par exemple, ou dans un plat. Et ça, cette méthode de granularisation est essentielle dans l'écriture numérique du cours. Et enfin, un outil qui est au cœur du triangle qu'on a vu tout à l'heure, le triangle pédagogique, au cœur, c'est la communication. Et là, c'est le storyboard. Storyboard est un outil qui est emprunté du cinéma, mais aussi du théâtre, et qui permet justement de pouvoir écrire ce contenu, une écriture numérique, multimédia. Le storyboard, c'est d'écrire chaque scène du contenu pédagogique, de la présentation du professeur, de l'enseignant, jusqu'à ses objectifs, et aussi séquence par séquence. L'essentiel, le storyboard, il décrit il écrit la voix off, ce qui va dire cet enseignant dans une séquence, dans une unité pédagogique, mais aussi quels sont les médias. Il doit décrire les illustrations nécessaires. Et ça, on va voir un peu un canevas du storyboard pour permettre de faire un choix de médiation, les choix des outils, les choix des techniques, les choix du contenu, pour pouvoir faire une capsule vidéo. Alors, le mot capsule est emprunté de la pharmacopée, de la pharmacie, comme une capsule dans un médicament. Prenons l'exemple, les maux de tête, on prend souvent de l'aspirine et c'est une capsule. Capsula, capsule, cette capsule, pourquoi on l'appelle capsule? Parce qu'elle est dosée. Elle a une certaine quantité pour avoir un effet sur les maux de tête. La même chose pour la vidéo, elle a une certaine consistance pédagogique, mais aussi un temps imparti. Et la norme dit qu'un être humain ne peut pas se concentrer au-delà de 7 à 13 minutes. Et après, il se déconnecte pour pouvoir reprendre. C'est pour cela que les capsules vidéo ne doivent pas dépasser 7 minutes. Donc, on doit choisir deux unités pédagogiques pour avoir cette capsule de 7 minutes. Les cours d'une heure, sachez que cette génération connectée se déconnecte au bout de 7 à 13 minutes et il n'y aura pas de continuité dans l'apprentissage. Alors, ce cahier des charges, voilà comment il se dessine en quelque sorte. C'est d'identifier le contexte du contenu, les besoins, et souvent on donne aux enseignants de pouvoir contextualiser leur contenu, de ne pas les laisser d'une manière abstraite. Définir les porteurs du projet, l'équipe, parce que l'enseignant n'est plus seul pour produire un contenu, il est en équipe. Et là, l'expérience a montré que les deux dernières promotions dans la formation, il y a eu la participation des inspecteurs de l'éducation nationale. Il s'avère que les trois personnes qui ont participé dans ce groupe a donné une autre façon de produire les contenus. Le contact qu'il y avait entre les enseignants universitaires et les inspecteurs de l'éducation nationale a révolutionné la production du contenu. Cette interaction entre les deux corps a permis d'enrichir le contenu, sachant que les inspecteurs ont apporté sur l'approche par compétence et sur la pédagogie avec insistance dans la création du contenu, contrairement à l'enseignant universitaire où lui, il est beaucoup plus dans le principe de faire un cours, c'est comme un séminaire, et donc c'est de pouvoir séquencer ce contenu, mais pas en tenant compte des objectifs pédagogiques, mais surtout de l'ingénierie pédagogique et des choix à mettre en place. Donc, cette expérience a été enrichie par l'apport des inspecteurs. C'est de pouvoir définir le public cible, les objectifs,
mais aussi la conception pédagogique, c'est la structuration en séquences et activités. Dans la vidéo, on doit prévoir ces activités pour pouvoir interagir avec cette vidéo, et puis la scénarisation et la progression, de mettre en place un système d'évaluation qui aujourd'hui, nous sommes pratiquement tous les enseignants en porte-à-faux et hors contexte pédagogique actuel, c'est que notre évaluation devient caduque. On doit repenser l'évaluation par rapport à l'intelligence artificielle, mais aussi par rapport à la connectivité de nos apprenants, d'aller chercher tout de suite l'information et d'y répondre. Donc, on a développé cette fracture intergénérationnelle, a développé des mauvaises pratiques pédagogiques en utilisant ces technologies de l'information, de la communication. Pour y remédier, ce n'est pas de couper Internet, mais c'est plutôt de revoir nos évaluations, notre méthode d'évaluation. Dans cette promotion, quand on a formé les enseignants, la dernière promotion, c'était on a utilisé l'intelligence artificielle comme outil de scénarisation du cours, mais aussi l'intelligence artificielle peut nous suggérer des médias, des illustrations enrichies. Mais pour ce faire, il fallait poser les bonnes questions à cette intelligence artificielle. C'est pas de lui dire faites-moi une animation. Oui, ça se fait, bonjour. Oui. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien? Pardon. Alors, donc, on va voir cette scénarisation, comment elle va se faire. Donc, là, vous avez le séquencement, ce qu'on appelle la méthode SCORM, c'est la division en unités et en sous-unités. Là, avec la définition des différents acteurs pour la création du contenu et le choix des médias, son, médias de vidéo, animation, etc. Et dans le cahier des charges et dans le storyboard, on décrit ces médias. L'intelligence artificielle permet justement d'enrichir ce contenu et d'avoir des médias. Sauf qu'il faut poser les bonnes questions pour pouvoir euh, avoir la bonne illustration. Et donc l'exercice qui a été mené par les enseignants ainsi que les inspecteurs était d'utiliser cette intelligence artificielle, mais aussi de modifier les illustrations apportées par l'intelligence artificielle pour pouvoir justement répondre aux objectifs pédagogiques. Mais l'utilisation de l'intelligence artificielle vient après l'écriture du cahier des charges, après la description des animations. Souvent, les enseignants vont faire appel tout de suite à Internet pour choisir l'illustration. Il faut d'abord la décrire pour pouvoir aller la choisir. Il vaut mieux la concevoir que de la choisir toute faite. Et l'intelligence artificielle permet de créer ces médias à condition qu'on utilise les bonnes questions. Donc, et pour les bonnes questions, c'est de maîtriser la pédagogie. Voilà un exemple de storyboard qui permet de montrer le sommaire, d'identifier l'enseignant, de donner le titre de son cours. Sur cette base, on écrit la voix off, c'est-à-dire ce qu'on va dire dans cette séquence, les premières secondes, et puis on donne le timing quand on se présente, on dit en 1 minute, on se présente en donnant le titre. La deuxième séquence de ce storyboard, c'est présenter la notion. Dans cette notion, elle a plusieurs sous-notions. Donc, chaque grain va correspondre à ce canevas. Donc, vous aurez, pour un cours de 7 minutes, vous pouvez avoir une dizaine, une vingtaine de ce canevas. Vous avez l'emplacement de la voix off, c'est-à-dire ce qu'on va enregistrer, ce qu'on va dire. Et ce storyboard devient un miroir de l'enseignant. Pour la première fois, il va s'entendre parler, il va
écrire ce qu'il va dire. Il ne va pas l'improviser, il va l'écrire. Et donc, c'est pour cela que chez les inspecteurs, c'était plus simple à faire le storyboard, contrairement aux enseignants universitaires où ils étaient plutôt dans l'oralité. Alors, ça, c'est le processus général de la création du contenu scénarisé et médiatisé. Donc, la première colonne est consacrée à la création, avec la création des contenus, scénarisation, storyboard, le PowerPoint enrichi, ce qu'on présente, ce que maîtrisent un peu les enseignants, puis la validation par les pairs. Ça veut dire, si c'est un enseignant, ce sont les inspecteurs qui valident ce contenu avant de le diffuser. Et c'est pour cela qu'il faut imaginer un label pour les contenus qu'on va diffuser sur ces ressources, sur des différentes plateformes. Puis il y a la partie tournage, donc c'est la partie la plus simple, mais il faut que l'enseignant se familiarise avec les outils de tournage et puis la post-production, ce qui va permettre justement d'intégrer ces animations qui peuvent être produites par des créateurs de contenu, que ce soit des animations en 3D ou en 2D. Enfin, le dispositif de diffusion, donc nous on a appelé ça le kit du professeur, il a besoin d'un fond vert pour pouvoir justement filmer. Il peut utiliser son ordinateur avec sa caméra et il peut enregistrer avec un bon son de la lumière pour avoir une qualité de son et une qualité de l'image. Et le fond vert permet justement d'incruster les, les diapositives, les animations, mais aussi une identité visuelle du cours proprement dit. Pour la diffusion, ça peut être une diffusion via les smartphones, mais aussi via un amphithéâtre, comme on le fait aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, on aurait pu aussi faire de la projection holographique, c'est-à-dire la présence de l'enseignant dans la salle où vous êtes. C'est possible, ce qui permet d'humaniser un peu le distanciel et d'introduire l'interaction du présentiel. Et tout ça peut être géré à distance pour pouvoir produire ce contenu et ce qu'on fait maintenant à l'instant. Alors, les plateformes, les ressources, plus de 500 plateformes existent dans le monde aujourd'hui. L'université utilise Moodle, mais avant, il y avait d'autres plateformes. L'essentiel, aujourd'hui, ces plateformes sont caduques parce que ce sont des plateformes où les étudiants ne veulent pas télécharger les cours en PDF, ne veulent pas voir du contenu écrit. Et la présence de la vidéo est limitée par rapport à l'importance de la plateforme, c'est-à-dire on ne peut pas trop charger avec des vidéos. C'est pour cela qu'il faut passer à une autre génération de plateformes qui sont des plateformes de vidéos à la demande. Et ces vidéos, c'est de pouvoir concevoir ces contenus scénarisés et médiatisés sous forme de capsules vidéo et de les mettre sur un serveur et qui permet de diffuser ce contenu à grande échelle. On n'a pas besoin d'avoir Internet, il suffit de se connecter sur YouTube ou sur les réseaux sociaux ou sur le site officiel du CNDP, mais aussi d'autres sites de l'éducation nationale. Ça, c'est quelque chose qui me paraît utile pour l'avenir parce que c'est la génération qui impose ce mode de connaissance. Et c'est un mode hybride. On ne fait pas tout à distance. Il y a une partie qui est distancielle, comme ces vidéos, et il reste le présentiel qui est le cours. Sauf que le présentiel, l'enseignant ne va pas reproduire le cours qu'il a fait en vidéo. Il doit le faire autrement au niveau de la classe. C'est de vérifier la compréhension. Et donc, il y aura plus d'interaction en classe que traditionnellement. C'est pour ça qu'on l'appelle la classe inversée. J'envoie la capsule vidéo, une, deux capsules avant le cours. Et au niveau du cours, je fais la classe inversée. Je commence par poser des questions, d'interagir avec les élèves pour voir la compréhension de ces capsules vidéo et ce qui permet à l'enseignant de revoir son scénario pédagogique s'il n'est pas atteint.
Nous avons défilé cette méthode jusqu'au bout et nous l'avons testée avec des enseignants universitaires pour faire la classe inversée. Le résultat est pratiquement probant, intéressant pour l'enseignant, mais aussi pour les élèves où il y avait plus d'interaction. Et c'est là où on va vers la construction collective du savoir, de la pédagogie. Voilà un peu les... مرحبا بك. alors, on va voir un exemple. On se fixe deux objectifs principaux dans cette capsule. Tout d'abord, on va décrire la démarche expérimentale largement utilisée en mécanique des sols qui permet la description du comportement mécanique des sols. On abordera en particulier l'essai de laboratoire qui permet de caractériser la déformabilité et de mesurer les tassements. Le deuxième objectif est de bien comprendre le principe de contrainte effective de Terzaki. Il s'agit de le soumettre à des contraintes croissantes et à mesurer les déformations induites. On obtient ainsi une courbe contrainte-déformation à extrapoler le résultat obtenu au laboratoire un certain nombre d'hypothèses. C'est-à-dire que la déformation d'un grain isolé Voilà, on a un cours en arabe. وسنتعرف اليوم معا إن شاء الله على موضوع أنظمة الوظيفة العامة. إن تنظيم الوظيفة العامة تقوم عليها يمكن مع مثال توضيحي على وضعي كموظف عام، بحيث تتحدد حقوقي وواجباتي وراتبي بموجب نظام الترقيات. وبالفعل، بعد عدة سنوات من الخبرة في التدريس والبحث، تم الترقية إلى منصب أستاذ محاضر، ثم أستاذ جامعي. ومع كل ترقية زاد راتبي وتوسعت مسؤولياتي. لقد وجدت فرصة لاكتساب الخبرة. Alors, donc, ce sont des extraits de cours réalisés qui sont le fruit d'une formation. Après 23 séances de formation, l'enseignant produit une capsule vidéo que vous avez vue pour le cours en mécanique pour les ingénieurs en génie civil et le cours de droit qui a été fait aussi par un enseignant de l'Université de la formation continue. Donc, ça, c'est des exemples de contenu à la suite de la formation. Pour conclure, je dirais un mot sur toute la documentation que possède le CNDP, toute cette richesse. Il est possible de scénariser ces contenus pour leur donner une seconde vie et une seconde vie qui est compatible avec la génération connectée. Il suffit de scénariser ces ouvrages pour pouvoir apporter un contenu sous forme de capsules vidéo qui accompagne un ouvrage ou qui accompagne différents chapitres d'un ouvrage. Donc, tout dépend. Et ça, c'est possible. Et ce n'est qu'une formation sur la scénarisation des contenus pédagogiques innovants. Et tous les ouvrages que vous avez peuvent avoir une seconde vie, même au niveau de vos archives. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Ravi d'être parmi vous à distance.